Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode de étude de cas, du coup de moi. On va parler de moi. Puisque du coup, Nathan, il a repris ma prog il y a 2 blocs. Ça fait 1 heure et demie qu'on se parle, on n'en peut plus. Ouais, donc Nathan, il m'a récupéré donc il y a 2 blocs et on a fait quelques petites modifications, que ce soit au niveau de la programmation et au niveau technique. Et du coup, ça peut être sympa de voir un petit peu Qu'est-ce qui a été comment, mis en place? ouais, par rapport au point de départ qu'on avait, qu'est-ce qu'on a mis en place comme changement et pourquoi on les a fait. Et je pense que du coup, ça donnera un petit peu une vision de ce qu'on peut faire potentiellement avec nos athlètes aussi, même si c'est individualisé à moi et Ouais. mes problématiques, mais ça permet de voir un peu comment on réfléchit nos suivis de notre côté, quoi. Voilà. Ouais, Moi, je te laisse peut-être mettre on va commencer peut-être par le squat, mettre un petit peu de contexte sur qu'est-ce que tu faisais avant, que ce soit en termes de volume d'entraînement, d'intensité, techniquement, quels étaient les ouais, focus, etc. Et après, moi, j'expliquerai comment je suis parti, qu'est-ce que j'ai fait comme modification, etc. ouais. Donc au niveau du squat, quand tu m'as récupéré, j'étais à 2 fréquences, après avoir longtemps été à 3 fréquences. Amène les 3 fréquences. Au niveau de mon volume, du coup, j'avais 2 fréquences avec, j'avais une dizaine de séries. J'oscillais entre 9 et 11 depuis sur les 6 derniers mois, en fonction du coup de l'intensité que j'avais. Et j'avais une construction de semaine assez simple, assez classique, avec des séries plutôt longues en début de semaine, donc entre des rep range entre 5 et 7 sur des straight sets, et puis un squat, une fréquence un peu primaire en fin de semaine, avec un top set. Donc là, sur les derniers mois, on avait fait triplé, doublé, on avait poussé le triplé, poussé le doublé, et puis après des singles, et des back-off entre doublé, triplé, quadruplé, quoi. Et puis au niveau de l'intensité, 90% sur les x7. au niveau de l'intensité, c'était quand même très, très sévère en vrai, parce que En termes d'intensité, tu étais peut-être entre RPE 8 et 10 tout le long du bloc, quoi. bah, Partout. en vrai, ouais, globalement, ouais. Je me souviens quand même, je suis pas peu fier. J'ai quand même bouffé une fois un 4x6 à 83%. Et Ouais. ça m'a bien bousillé. Mais c'est pour donner un ordre d'idée d'intensité. En vrai, c'est quand En même. termes en termes de charge, t'as un max à 215, je crois. Ouais, bon. 215, donc en termes de charge, ça C'est en correspond à gros 190, 180. voilà, 180, 190. Ça fait 180. Donc j'avais pas vraiment de. En fait, c'était un secondaire sur le format parce que c'était un peu plus long, mais en termes d'intensité, il n'y avait pas vraiment de vraie priorisation. Hmm. Euh, Après, c'était un choix parce que du coup, je suis passé à 2 fréquences. Avant, quand j'en avais 3, c'était un peu plus polarisé. Et quand du coup, on avait enlevé une fréquence, on avait compensé en ayant un peu plus d'intensité au global sur ma semaine, vu que j'avais un peu plus de repos entre mes squats. Et au niveau technique, les focus étaient plutôt sur euh, les focus, c'était surtout essayer de limiter le fait de me faire tirer vers l'avant. Et c'était d'essayer de trouver mon placement de hanche idéal, parce que du coup, en début d'année, j'ai arrêté de pré-hinge. Et j'avais du mal à trouver en fait ma position de hanche dans le creux du squat, puisque vu que je les envoyais plus avant mon démarrage, j'avais du mal à les envoyer pendant. Et j'avais plutôt tendance à partir beaucoup sur l'avant de mon pied, d'être trop tassé sous la barre. Et voilà du coup quand tu m'as récupéré où j'en étais, quoi. Ok. Alors du coup, on va repartir dans le même ordre, hein. Alors, en termes d'adaptation, déjà purement en termes de programmation, moi j'ai tendance à beaucoup plus polariser. Du coup, comme on a déjà discuté sur les précédents podcasts, moi je joue beaucoup plus sur l'intensité que réellement sur le volume d'entraînement. Donc via la priorisation des séances, l'organisation des jours d'entraînement et potentiellement la spécificité aussi selon comment je récupère la personne. Donc là, j'ai commencé déjà par baisser le volume d'entraînement. Donc, si je ressors le bloc 1, on avait redémarré sur la première semaine sur 7 séries hebdo. Et après, du coup, là, on a une augmentation de 2 séries sur la deuxième semaine. Donc, on passe à 9 séries hebdo. Le tout sur 2 fréquences. Du coup, j'ai fait le choix de rester sur 2 fréquences, même si Nathan voulait passer sur 3 fréquences de base. Comme un petit cuck. Voilà, parce qu'il avait l'impression, en fait, de pas suffisamment avoir d'exposition pour être bon techniquement.
Pas forcément d'accord avec ça parce que, à mon sens, il n'était pas forcément bon techniquement, ou il avait cette impression-là juste parce qu'en fait, concrètement, c'était tellement lourd qu'il n'y avait aucune série qui était réellement qualitative, j'avais l'impression. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester quand même sur 2 fréquences. Je suis resté relativement sur le même format, donc avec des x6 sur le jour secondaire, juste en baissant drastiquement l'intensité. Donc on est passé de x6 à 90%, à 83%, sur des x6 à 67% sur la première semaine. Donc juste histoire en fait de rebaisser pour relancer une dynamique concrètement. Je voulais d'abord que, comme on a fait aussi, on en parlera tout à l'heure, mais pas mal de changements techniques, de repartir sur une base saine et pas de repartir directement sur quelque chose de très très lourd, parce que faire beaucoup d'intensité, beaucoup de volume d'entraînement sur un nouveau pattern qu'on ne connaît pas, bah forcément musculairement et tendineusement, on n'est pas adapté à faire ces schémas-là, et donc potentiellement il y a plus de risques de blessure aussi. Donc il faut faire un petit peu attention à ça quand on module tout ça. Donc ça, c'était pour le jour secondaire, du coup, qui était en squat comp classique, parce que Nathan n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de variations, vu qu'il est déjà pas mal en place techniquement, même si on a fait quelques modifications, comme il a un bon passé sportif, et forcément, en tant que coach, il a une meilleure proprioception aussi, une meilleure compréhension un peu de son corps dans l'espace, donc c'est pas forcément nécessaire d'avoir des variations très peu spécifiques pour qu'ils comprennent un mouvement, concrètement. Et du coup, sur son jour primaire, donc un top 7, je crois on a commencé par les triplés. Donc on avait commencé sur un triplé. Donc Nathan voulait l'intégration de RPE également, parce qu'il avait travaillé pendant longtemps du coup avec des pourcentages. Donc on a intégré le RPE sur ces top 7 uniquement. Parce que personnellement, je suis pas fan dans tous les cas sur des séries de travail ou sur des back-off de mettre un drop en pourcentage, parce que on n'a malheureusement pas énormément de contrôle sur la chose. Donc moi je préfère intégrer les RPE principalement sur des top 7. Donc on avait commencé à 175 sur la première semaine de bloc sur le triplé, et on avait fini du coup sur une grosse intensité, étant donné qu'en fait il a très peu d'intensité sur le premier jour. Je compense en ayant beaucoup d'intensité sur le deuxième jour, donc sur le jour primaire. Donc en allant pousser un petit peu plus le top 7. Ici on finit sur du RPE 9 à la fin de chaque bloc, et donc on a fini sur un triplé à 205. Hein? Même un peu overshoot. Voilà, et ce qui honnêtement est un PR, je crois, 205 en triplé. Ouais. J'ai fait 200. Là, je fais 200. Donc voilà, juste avec ces petites modulations-là, on a réussi à déjà taper un PR. Donc pareil, du coup, les séries de travail qui après derrière sont en quadruplé. Donc rien de bien méchant, une petite augmentation. Donc on partait d'un 3x4 à 70, on finissait sur un 4x4 à 180 des poussières. Donc qui est plutôt bien passé. Donc voilà, au niveau programmation, qu'est-ce qui s'était passé. Et du coup, techniquement, le gros focus sur le squat, c'était la position de bassin et la position du tronc en général. Essayer d'avoir, en fait, il était énormément, on va dire, bloqué dans sa mobilité de hanche, parce que il forçait à essayer d'être un petit peu trop tassé, un petit peu trop en rétroversion au niveau du bassin. Ce qui fait qu'en fait, il avait déjà... un peu comme quelqu'un qui est trop en antéversion. Quand tu es trop en rétroversion, en fait, tu te limites en termes de mobilité possible quand tu arrives en bas au niveau de la DEFS. Et donc, on a essayé de neutraliser un petit peu plus tout ça, avoir un tronc un petit peu plus neutre, droit, et donc avoir une trajectoire qui était un peu plus écolière, on va dire, donc un squat un peu plus... qui ressemble un peu plus à un squat, en fait, concrètement. Et donc, directement, beaucoup plus de facilité à avoir la DEFS, même s'il y a encore quelques petites difficultés à maintenir le bassin bien en place. Dans l'ensemble... en fait, il y a beaucoup moins de contraintes, et même au niveau du dos, etc., il encaisse beaucoup mieux comme ça. À voir après quand on montera. Le problème, c'est que forcément, ça change aussi la capacité derrière à produire, avoir un bon transfert de force. Donc, à voir ça quand on montera sur des gros top 7 potentiellement en single. Mais déjà, quand on voit que sur des triplés à grosse intensité, il arrive à maintenir... à bien forcer, ça prouve quand même que potentiellement le pattern est exploitable. Mais ça, on le verra principalement quand on arrivera sur des grosses charges, pour voir s'il y a vraiment une déperdition de force là-dessus, ou si juste, en fait, vu que les contraintes ont changé, potentiellement, il peut être plus fort sur du volume d'entraînement que réellement sur des singles. Donc ça, on verra dès qu'on arrivera dessus, concrètement. Après, globalement, ça donne un bon indice quand même. Un triplé RPE9, ça reste quand même assez spécifique. Parce que, je veux dire, ça reste un triplé au-dessus de 200 pour un max qui est aux alentours de 212. 212-215, ça reste très proche de ce que je fais en single. Et même moi, j'étais étonné justement de réussir à finir aussi haut. Généralement, moi, quand je vois un triplé à 200, j'estime un max à 220. Donc, je veux dire, dans ces eaux-là. C'est au minimum ce que je faisais avant, quoi. Voilà, c'est ça.
Le tout en sortant de picking plus explosé. plus bloc d'intro, etc. Donc en vrai, c'était un bon démarrage. Voilà, je sais pas ce que tu as rajouté là-dessus. Non, bah non, en vrai, t'as à peu près tout dit au niveau de la programmation. C'était un très bon call. Moi, ça me permet de voir autre chose. C'est vrai que j'étais habitué à être tout le temps bousillé. Au final, là, c'est confortable et paradoxalement, en fait, c'est un truc que je mets beaucoup en place avec moi, mes athlètes, du coup, d'avoir beaucoup de séries max et d'accumuler du volume de qualité. Et en tant qu'athlète, c'est quelque chose qui était important, tu vois. C'est pas que je visais de faire des séries de merde, tu vois, et juste de boucler mes séries, mais de par l'intensité qui m'était imposée, j'étais contraint par un moment de. En fait, c'était soit je finis la série, soit. En fait, faut la finir peu importe comment, quoi. Et là, du coup, ça m'a permis vraiment de me concentrer beaucoup plus sur d'autres choses. Et au final, c'est un truc que je répète souvent, mais quand tu accumules trop de fatigue, en fait, ça aussi, ça t'empêche d'imprégner des. Ça t'empêche de mettre en place des choses parce que ça joue sur déjà ta capacité purement dans la série à le mettre en place. Quand c'est trop lourd, bah, ton corps, il fait un peu ce qu'il peut et surtout ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, déjà, pour faire des modifications, c'est compliqué. Et c'est surtout que la fatigue, ça inhibe aussi ta capacité à ancrer un schéma, à apprendre un mouvement. Tu vois. Tout à fait, ouais. Et là-dessus, du coup, ça m'a bien carré d'avoir vraiment un jour dans la semaine où concrètement, mon squat il dure 12 minutes parce que je peux enchaîner assez vite et c'est vraiment simple et ça c'est cool, quoi. Voilà. Après, pour l'aspect un peu renfo aussi, en termes de renfo, comme Nathan, il a un gros point fort sur le bas du corps. Ouais. Il avait juste 2 accessoires un peu santé, build sur des exercices d'isolation, donc leg curl et leg extension. Classique, en fait. Donc voilà, rien de fameux là-dessus, quoi. On passe au bench. Au bench. Donc contextuellement au niveau du bench, bah, j'avais 4 bench semaines. Tous en comp, sauf un bench de CT, mais bon, ça reste relativement très spécifique. Idem, là, sur le bench, il n'y avait pas vraiment de volonté de prioriser. C'était vraiment 4 jours. C'était 4 jours pied au plancher et 4 jours avec toujours. En fait, où je finissais. En fait, j'avais un RPE qui était. Enfin, j'étais pas probablement en pourcentage, mais mes charges imposées donnaient en fait un RPE progressif, un peu 6, 7, 8, 9, et encore plutôt 8, 8, 9, 9. 8, 8,5, 9, 9, 10. Ouais, voilà, c'est ça, sur tout mon bloc et sur tous mes jours d'entraînement. Donc, toi, quand tu m'as récupéré, déjà, j'avais créé beaucoup de compensations dues à ce haut volume et surtout cette haute intensité. Donc, j'avais des énormes douleurs au niveau du bench, des fois vraiment incapable de bench plus de 80. Euh, et, euh, et du coup, le premier truc qu'on a fait, du coup, c'est de jouer là-dessus. Parce que, en fait, le problème, c'est que pendant un temps, ça m'a bien réussi d'augmenter pas mal l'intensité. Sauf que à force de pousser de façon linéaire pendant 6 mois, bah, tu commences progressivement à dégrader un peu la technique, tu commences progressivement à créer des compensations. Et bah, au bout d'un moment, quand tu fais 2 blocs de trop, bah, Bah, tu en te fait, retrouves. pousser, il faut le faire parce que si tu pousses jamais, bah, Ouais, tu voilà. progresses jamais. Mais en fait, Pousser faut par essayer trop, de. c'est Voilà, risqué. tu peux pousser pendant 4 mois, 5 mois, mais il faut qu'à un moment, en fait, tu aies un bloc de deload et en fait, faut que tu redescendes. Et c'est aussi quelque chose qui, comment dire, sur de la gestion via les pourcentages aussi peut être un peu risqué, contrairement à la gestion de RPE. C'est que la gestion de RPE, c'est bah, tu auras beau faire ce que tu veux, c'est pas du tout la même manière de fonctionner parce que tu fais 6, 7, 8, 9. Et bah, c'est 6, 7, 8, 9. On va dire l'athlète, il gère son RPE dans un sens et du coup, il n'y a pas de modulation d'intensité à faire comme ça. C'est-à-dire que le deload, il est deload à chaque début de bloc, en fait, concrètement. Alors que sur pourcentage, bah, bien sûr, on a un deload programmé, tu vois, tous les débuts de bloc, mais il y a quand même cet aspect de, euh, bah, c'est possible que l'athlète commence RPE 7 ou commence RPE 8 et que bah, via l'augmentation de niveau de forme et la récupération, bah, ça fasse 8, 7, 8, 9 par exemple au fur et à Ouais, mesure du bloc. C'est pour ça qu'en pourcentage, quand on programme, il faut faire beaucoup plus attention. ouais. Voilà. Et du coup, voilà. Après, techniquement, techniquement, j'avais pas de focus particulier. C'était plutôt ben, pratiquer, pratiquer, pratiquer.
Il n'y avait pas un truc au moment où tu m'as récupéré que je travaillais particulièrement. Et c'était vraiment plus de la gestion de programmation, quoi. Ouais. Voilà, où j'en Donc, étais. en termes de série hebdo, t'étais à combien hein, à l'époque, plus ou En moins? termes de série hebdo, je crois que j'oscillais entre 19 et 22. Ok. Donc là, actuellement, ce qu'on a fait, c'est que quand je l'ai récupéré, bon, il me parlait de sa douleur à l'épaule. Personnellement, j'étais quasi convaincu que rien qu'avec une baisse d'intensité, une baisse de volume d'entraînement, ça allait se réparer tout seul, ce qui est plus ou moins le cas. Ouais. Puisque là, t'avais quoi? T'es passé de plus pouvoir bench quasiment à très peu de contraintes. Bah là, je suis avec la kiné en plus, je suis peine free là, complètement. Voilà. Donc, on est passé par une baisse de volume d'entraînement. Donc, on est passé de 22 séries à 16 séries. 18 séries, pardon. Ouais, 16 séries en intro et ouais. Voilà. Donc c'était pour bien récupérer en commençant du coup le bloc sur des entre. Je crois qu'on était à 60% partout. Ouais. Non, je crois qu'on non, ouais, on était à 60% plus ou moins dans la majorité des cas, sauf sur le jour primaire où du coup on montait aux alentours des 80%. Euh, donc au début, il y avait beaucoup de problèmes sur la vitesse qu'il mettait principalement sur ses barres, où il essayait de. Voilà, enfin, bref, catastrophique. Du coup, Flash le but, McQueen. voilà, Flash McQueen. Donc, ce qui est normal au début quand on passe de charge très lourde à charge très légère aussi, parce que on a l'habitude d'essayer de mettre un maximum d'attention de vitesse pour compenser, parce que c'est lourd, tout simplement, tout simplement. Ouais. Du coup, techniquement, il n'y a pas eu énormément de choses à revoir. Là, dernièrement, on essaie juste de recaler En un petit peu contact. l'endroit où tu touches sur ta poitrine, parce qu'il avait tendance en fait à toucher à l'endroit le culminant de sa cage thoracique, ce qui est rarement la meilleure des idées. Et du coup, il se retrouve à avoir une trajectoire qui est relativement verticale sur le bench, qui n'est pas forcément toujours une bonne chose. Et après, au niveau programmation, donc on est sur des benches qui sont juste très spécifiques, donc avec, je veux dire, avec que des benches comp. Pareil, une petite modulation, donc c'est-à-dire avec un jour secondaire sur le mercredi, un jour primaire sur le samedi, avec des jours, on va dire, avec un petit peu plus de répétition sur le lundi et le vendredi, où il y a justement une intensité moins élevée aussi. Donc c'est juste des bench exertions, on va dire. Voilà ce qu'il y a eu comme modification. Et oui, du coup, j'ai quand même voulu les garder un top 7 pour pas totalement le désentraîner sur les formats lourds. Donc, je vais garder une single RPE6 l'entièreté du bloc. Et je crois que ce bloc-ci, on est parti sur une single RPE7. Ouais. Et au final, rien que sur le premier bloc, il a quasiment rattrapé sa meilleure single RPE6. Hein. Je crois que tu étais monté à 110. Oui, je finis à 110, ouais. Voilà. C'était quoi ta meilleure single RPE6 avant? Ouais, en vrai, je sais pas trop, je faisais pas trop gaffe à eux avant, mais oui, globalement, c'était à peu près ça. C'était à peu Voilà. près ça. Voilà, le tout en douleur, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais. Après, il faut quand même dire qu'il y a une différence aussi entre polariser son entraînement et ne pas le polariser. C'est-à-dire que quand on ne polarise pas son entraînement, on n'est pas tout le temps au meilleur de sa forme. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de jour primaire et que c'est que des jours concrètement où tu pousses, il n'y a pas réellement un jour où tu te sens plus fort qu'un autre. Ce qui fait qu'il n'y a pas réellement un jour où même si tu faisais une single, tu serais plus fort qu'un autre. Ouais, c'est un peu hasardeux, tu vois. Voilà. Ça change de semaine en semaine en fonction de tout, quoi. Voilà, exactement. Contrairement du coup à la polarisation, où là potentiellement c'est plus avantageux aussi pour performer dans un certain sens, et où du coup c'est un peu comme si on faisait un microcycle qui est égal à un macrocycle, où au fur et à mesure. Ouais. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer un peu différemment ça, mais je pense que c'est compris. Et du coup, il avait deux top 7 dans sa semaine, donc aussi avec un top 7 sur son jour secondaire, avec beaucoup de répétitions, donc des 5 tuplés. Ouais, ouais. Voilà, concrètement, il n'y a pas énormément de changements sur le bench. Non, 4 le fréquences bench, toujours. Et du coup, au niveau des accessoires, juste pousser vertical, pousser horizontal, et triceps et biceps, et c'est tout. ouais. Et des tirages. Et tirage. J'ai un peu plus de tirage. J'ai un peu plus de mouvement de poussée. Bon, globalement, le message, c'est deviens musclé, quoi. Genre. Mais ouais, il y avait pas de grand changement là-dessus. Et du coup, après, il y avait mon deadlift. Je pense que c'est là où il y a vraiment le plus de changements, j'aurais tendance à dire. En termes de programmation? Ouais. Bah, techniquement, non. Donc, en termes de deadlift, ce que je faisais avant, j'avais à peu près ouais, entre 8 et 10 séries. C'est pareil, en termes de priorisation, il y en avait une très légère, mais même pas tant que ça. J'avais quand même des gros straight sets en début de semaine. Voilà, des 4x5, 5x5
relativement lourd. Enfin, je finissais très souvent RPU 10 globalement, mes blocs. Et méta RPE 9 dès le début. Et puis après, sur mon jour primaire, j'avais top 7 entre 1 et 3 reps, et puis des back-off autour de 3 reps, 2 reps. Et pareil, pas énormément de drop d'intensité finalement entre le top 7 et les back-off. Donc très souvent, d'ailleurs, je finissais, ça faisait très longtemps que j'avais pas terminé un bloc complètement sur mon jour primaire. Souvent, on partait du principe que ma dernière séance, c'était juste le top 7, et puis après, de toute façon, les back-off, c'était cuit. Je les faisais rarement parce que pour les faire, j'étais obligé de drop à genre 160. Enfin, je devais faire mes back-off à 220. J'étais pas capable de décoller 160. Donc souvent, on me disait ça sert même pas de les faire. Donc ça j'arrêtais. Donc voilà où j'en étais quand tu m'as récupéré. Et puis techniquement, le seul truc que j'ai un peu modifié là dans la première moitié de la saison, pas de la saison, de l'année, c'était essayer d'être un peu plus neutre au niveau du bas du dos. Parce que vu que j'aime bien tirer les hanches hautes, j'avais eu tendance à avoir les hanches de plus en Tibia plus. vertical. Ouais, tibia verticaux, hanches hautes, et du coup j'avais eu tendance à tirer beaucoup en rétroversion, à beaucoup vouloir optimiser ma position de démarrage, mais du coup j'avais un lock à chier. C'était principalement ça qu'on avait changé du coup. Du coup, au niveau de la programmation, c'est où il y a eu le plus de changements concrètement. Le but, ça a été surtout de moduler un peu son jour primaire pour qu'il puisse finir un bloc correctement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est comme il a beaucoup de mal en fait derrière une grosse intensité à encaisser, on va dire, du volume d'entraînement et pouvoir accumuler. Ce qu'on a fait, c'est que à la base sur le bloc 1, parce qu'il y a eu du coup un changement entre le bloc 1 et le bloc 2 là-dessus, c'est que sur le bloc 1, j'avais misé du coup sur le jour primaire, donc il avait un top 7 en triplé, pareil où on finissait RPE 9, et où sur les back-off, du coup j'avais fait le choix pour garder quand même une intensité relative élevée. C'est aussi la différence entre l'intensité relative et l'intensité absolue. L'intensité absolue, c'est purement la charge en elle-même, et l'intensité relative, c'est la perception de difficulté, donc concrètement RPE, quoi. Du coup, sur les back-off, on était passé sur des back-off avec beaucoup de répétitions. Donc, on était passé sur des x8 sur les back-off. Pourquoi ? Parce que au moins la charge reste basse. Donc, je crois qu'on était à 60%, 160 kg sur la première semaine. Et ça permettait que derrière, on soit quand même relativement challengé, et que lui, à la fois, ça lui permette aussi de s'appliquer techniquement sur ces séries de travail-là. Et sur du coup le jour secondaire, du coup, on avait des séries de travail en comp, pareil, relativement légères, à 65% on commençait, donc maintenant on est plus ou moins à 70-72%. Et derrière du Romanian deadlift, tout simplement pour apprendre à neutraliser un petit peu plus le dos, réduire encore une fois, réduction de l'intensité générale, surtout en termes d'intensité, enfin de dommages articulaires que ça lui provoquait. Donc augmenter l'intensité relative, on va dire, via le RDL, surtout qu'il avait un RDL qui avait un RDL à chier en fait, contrairement à son comp. Donc généralement, surtout pour les gens qui tirent tibia verticaux, avoir un bon RDL, ça carry toujours bien. Donc voilà, donc des séries de travail juste derrière en comp. Donc après la modulation qu'il y a eu, donc d'ailleurs il a très bien fini, il a fini sur un triplé RP9 à 227, ce qui n'était pas loin de son meilleur triplé. C'est un PR. Voilà, c'était un PR concrètement. La modulation qu'il y a eu après avec le bloc 2, c'est que malheureusement, en fait, malgré ça, il arrivait quand même derrière son triplé à être totalement bousillé. À pas réussir à faire des séries à 165. Voilà, et que du coup, il défixait énormément. Donc, on a gardé la même formule, on va dire, sur le jour secondaire. C'est juste que du coup, j'ai totalement enlevé les back-off sur le jour primaire, et que j'ai switch la série de back-off qu'il avait sur son jour primaire vers une série supplémentaire de comp sur son jour secondaire. Donc en gros, l'entièreté de son volume d'entraînement a été mise en fait sur son jour secondaire, pardon. Donc ce qui fait qu'en gros, il a 6 séries de deadlift, donc 3 séries de deadlift classique, 3 séries de RDL sur son secondaire. Et après, sur son primaire, il a uniquement un top 7. Donc là, en x2 sur ce bloc 2 avec si on peut appeler ça des back-off en Jefferson curl, juste histoire de en fait détendre la colonne et de permettre en fait de relâcher un petit peu les vertèbres, quoi, concrètement. Ouais. Et très bon exercice aussi pour les gens qui n'ont pas d'alternative aux extensions lombaires, parce que ça permet tout simplement de faire une extension lombaire debout, juste à essayer de bien quand même
gérer la charge d'entraînement. Le but, c'est pas de forcer comme un poney dès le début, quoi. Ouais. Voilà. Et techniquement, c'était juste un focus en gros sur le RDL à bien répartir son poids de corps sur son pied, parce qu'il avait tendance à démarrer par de la flexion de hanche, mais sans engagement des hanches. Donc en fait, il se penchait juste sur l'avant, et à la fin, en fait, il restait sur l'avant du pied. Et C'est un peu mon problème au terre, d'être voilà, trop sur l'avant du pied. il est trop sur l'avant du pied, ce qui fait que en fait, il a très peu de capacité à tenir son lock à la fin, parce que en fait, il est entièrement sur l'avant. Et en plus de ça, ce qui fait que mauvais transfert de force parce que pas aligné avec le milieu du pied concrètement. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui a été mis en place du coup pour le RDL pour améliorer du coup un peu cette mécanique de hinge? Ça a été c'est la première fois d'ailleurs que je tipsais ça. C'était de mettre une plaque sous le talon, une petite plaque juste en fait pour biaiser le warm-up en gros en étant vachement sur l'avant, ce qui fait que automatiquement pour se réguler en termes de gestion du poids de corps, on se rebascule sur l'arrière. Ce qui fait en fait tout simplement, c'est que ça l'oblige en fait à répliquer cette mécanique-là derrière sur ses séries de travail concrètement. Ouais. Vu que ça me force à aller sur l'arrière du pied, dès que j'enlève la cale sur les séries de travail, j'ai déjà ce réflexe un peu d'être un peu plus sur l'arrière du pied et de pas fléchir mes hanches, mais d'être quand même sur l'avant, quoi. Exact. Vraiment envoyer mes hanches en arrière. Voilà. Et du coup, c'était vraiment de gaze en RDL. Exactement. Et du coup, voilà. Ce qu'il y a eu comme modulation un peu sur le terre. C'est quelque chose ce que je vois pas, c'est souvent quand même je veux dire, la plupart du temps, le volume d'entraînement, il est réparti sur 2 jours de manière équitable. Là, c'est vraiment très, très, très polarisé. En fait, c'est comme si on n'avait qu'une seule fréquence, mais avec un test dans la semaine. Ce que généralement, je fais plutôt pour les poids lourds, pour éviter d'avoir trop de fatigue en fait générée dans l'ensemble. Ce qui fait quand même cette série hebdo, hein, ce qui n'est pas non plus minime, hein, ça reste quand même dans les normes sur le terre. Et c'est ce que par exemple, c'est plus ou moins la même formule que j'utilise pour Ilyes, du coup, qui est un athlète moins de 120 kg, qui a un terre à 300. On a quasiment exactement la même formule, donc avec des séries de travail en comp, des séries de travail en RDL, et derrière, sur le samedi, lui, il a un SBD avec que des top 7. Et là, c'est la même chose qu'on a fait sur le terre, histoire de ne pas engendrer trop de fatigue au niveau de la chaîne post. Oui, parce que j'ai une chaîne post de cuck. Exactement. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on a fait le tour en vrai. Et puis pareil, côté accessoires, en vrai, pour le deadlift, il n'y a rien de particulier. Juste mon RDL. Bon, c'était pas forcément le podcast le plus intéressant, mais au moins ça vous donne des pistes à explorer potentiellement si. Ouais, ça permet de voir un petit peu comment tu réfléchis les choses et voir un petit peu que normalement derrière une programmation et des modifications techniques, il y a une réflexion normalement. Si votre coach n'est pas capable de vous expliquer pourquoi il a mis telle ou telle chose dans votre programmation, c'est qu'il y a un problème. Il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. C'est ou qui sait pas ce qu'il fait, ou qui veut pas que vous le sachiez. C'est ce qui est. J'ai déjà vu des coachs qui voulaient en gros pas biaiser l'athlète en lui disant c'est pour faire ça. Il leur disait pas justement pour que il le fasse de manière assez inconsciente. Mais généralement, pas fan. Je pense que l'athlète est assez mature quand même pour savoir qu'il doit. Enfin, c'est même pas une histoire de maturité, mais je veux dire, la majorité du temps, en fait, l'athlète, si tu lui expliques ce qu'il veut, il va mettre encore plus d'envie dessus, tu vois. Et puis, moi, je pense que comprendre ce que tu dois faire, c'est important. C'est ça. Et puis, moi, je suis désolé, mais mon coach, ça me bloquerait plus, en fait. Que le mec me dise non, j'ai pas envie de te le dire. En fait, ça m'induirait trop en mode enculé, je te paye. Dis-moi pourquoi tu m'as mis ça, tu vois, genre ou en mode juste en fait j'aimerais comprendre, tu vois. Ouais. Donc je suis pas, moi personnellement je l'utilise pas et je pense pas l'utiliser. J'ai jamais utilisé de ma vie ça. Voilà, et donc j'ai jamais eu de problème là-dessus. Après par contre il y a des exos typiquement où il n'y a pas forcément besoin d'explication. Ouais, voilà, c'est ça. Des fois, en fait,
pourquoi x6 et pas x7? Des fois, c'est, je veux dire, c'est juste. C'est équivalent. Je veux dire, je peux te mettre un x6 ou un x7. Il y a peut-être l'athlète au bout de 6 reps, on voit toujours que la 7e rep est ultra dégradée ou qu'il engendre trop de fatigue avec des séries longues ou que la charge utilisée sur des x7 est trop peu. Du coup, il a moins d'exposition, moins de transfert. Ou est-ce que sur des x6, justement, la charge n'est pas un peu trop lourde et du coup, on augmente un petit peu. Il y a 25 000 explications différentes à pourquoi tel format. Il y a juste des trucs. Je veux dire, c'est juste parce que c'est des invariants dans une prog, quoi. Je veux dire. Voilà. Pourquoi j'ai mis des x4 sur son squat et des x3 sur son bench? Parce que je voulais réduire. Voilà. Parce que je voulais réduire un petit peu l'intensité sur les back-off de son squat et à la fois le bench, on peut accumuler plus facilement beaucoup d'intensité. J'aurais pu mettre des x2, c'est pareil. Mais je veux dire, on démarrait avec des grosses douleurs épaules, donc je préfère mettre des x3. Fin de la question, quoi. Il n'y a pas besoin de. Qui évolueront peut-être vers des x2 et après, quand on aura essoré les x2, on retournera sur autre chose et puis voilà, quoi. Ou alors on fera un deload et on retournera sur des x3. Je veux dire, il n'y a pas de règle en soi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ce dont on a discuté là, nous envoyer un message sur Instagram, que ce soit à Nathan ou à moi directement. Si jamais notre manière de travailler vous intéresse et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus, on propose du coup un premier visio pour vous aiguiller un petit peu dans votre programmation, dans votre entraînement, sur votre technique, qui est totalement gratuit. C'est pas du tout payant. Donc ça vous permet déjà d'avoir sans forcément, ça ne vous engage en rien, donc sans forcément prendre un coaching, d'avoir déjà un avis extérieur. Et de pouvoir tout simplement améliorer déjà vos performances rapidement. Et si jamais vous voulez pousser le truc encore plus loin, on propose du coup la programmation Bushido entièrement gratuite avec du coup ce couplé du coup à cet entretien vidéo là pour booster encore plus votre programmation. Et derrière, le mieux reste quand même de prendre un coaching chez Keiretsu pour rejoindre les élus, les élus qui sont déjà là. Donc voilà, si vous voulez des coachs investis et qui savent de quoi ils parlent, rejoignez. Et n'oubliez pas code Keiretsu sur Nitripure pour moi. Évidemment, il faut payer les vacances à Marrakech. Exactement. Donc voilà. Bisous.